Mais savoir, par exemple, que fallait pas s'interdire de rêver. Heureusement, c'est un truc que j'ai pas fait. Je me suis pas interdite de rêver, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Je pense que j'aurais atteint facilement certaines choses si on m'avait dit, en fait, j'avais le droit de rêver. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est des choses que j'ai rêvées. Et je me suis donné les moyens. Parce que je me suis dit, je veux pas que ce soit toujours des choses que je rêve sur papier ou que j'ai dans la tête. Je voulais que ça se concrétise et j'ai bossé pour. Et je rencontre beaucoup d'Africains qui ont grandi dans un cadre familial africain où on ne te parle pas de relations amoureuses, où tu regardes tes grandes sœurs, tu regardes ta mère et je te dis que c'est ça. Mais moi, contrairement à me dire que c'est ça, je me disais que je veux pas ça. Je voulais tellement pas ça que je me suis fermée, tu vois, aux relations amoureuses. Donc, ça fait que c'est des choses que j'ai connues hyper tard. Ça fait que j'étais hyper compliquée en relation. Et j'étais hyper dure. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, bah écoute, lâche prise, c'est pas grave en fait. Ça fait partie de la vie d'avoir mal. Enfin, que l'amour ou bien l'amitié, c'est des choses, bah c'est beau, mais ça peut faire mal parfois. Donc j'aurais aimé savoir toutes ces choses. Et puis savoir aussi que bah pleurer, c'est normal. Et je pleurais jamais. Moi, je pleurais. Pour moi, pleurer, c'est être faible. Mais non, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal en fait de pleurer. Et moi, aujourd'hui, moi je suis une vraie Madeleine. Je regarde un film, j'ai envie de pleurer, je me retiens plus quoi. Tu vois. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal en fait. Bonjour, j'espère que tu te portes à merveille. Moi, je me porte très bien. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Eden Betogolo. Euh, alors, c'est un plaisir pour moi de te retrouver dans ce podcast. Merci à tous ceux qui commentent les épisodes du podcast, qui en font des débats sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp principalement, qui créent des rooms aussi de discussion sur Twitter pour pouvoir en discuter et tout. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ma room que j'ai créée récemment sur Twitter, une salle de discussion pour parler de la famille monoparentale. Donc, c'est lié justement au podcast, à l'épisode podcast avec Néris Dosset, épisode 18. C'était vraiment très intéressant d'avoir eu cette discussion avec vous. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait des retours aussi pour l'épisode 19 avec Précieux Guénolé Radio Ferra, le Malgache. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de toutes parts. Et surtout, merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, émotionnellement. Merci à tous ceux qui ont participé récemment à la cagnotte sur PayPal. Je vais remettre le lien dans la description du podcast. Et s'il y en a qui veulent toujours nous soutenir, ce sera avec plaisir. Alors, je m'appelle Eden Betoglu. Je suis le créateur, l'animateur, le producteur, le réalisateur de ce podcast, ce que j'aurais aimé savoir. Et je suis fier en fait de pouvoir vous présenter une nouvelle personne aujourd'hui que je reçois. Alors, je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, plus précisément, épisode 20, avec Sonia Giza, qui est diplômée en journalisme et également en production et distribution de films. Donc, qui a commencé à Abidjan, qui a ensuite continué à Paris, qui est actuellement retournée à Abidjan, qui travaille à Abidjan, qui est coordonnatrice éditoriale dans une boîte de production. Elle est également blogueuse monoblog, un peu comme moi également. Un gros coucou à Simon de Creuse. Et à toute l'équipe de Mondoblog à RFI. Et merci à Sonia d'avoir partagé en fait tout ce qu'elle a partagé dans cet épisode. Elle a parlé du fait que rêver c'est utile, pleurer c'est normal. Elle a présenté un aspect très très important de l'éducation, la manière dont on est éduqué dans nos sociétés africaines. On a aussi parlé de la diaspora africaine, de l'importance de revenir au pays. Elle a parlé aussi de sa passion, le cinéma. Ça fait plaisir, en fait, elle a donné un certain nombre de tips assez intéressants. Et on a également parlé de la vie de couple, de la stabilité émotionnelle, financière, tout ce qui va avec. Ça fait vraiment plaisir de la recevoir dans cet épisode. Et à la fin, justement, je vais faire une petite conclusion, je vais revenir sur ça. Donc j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce que ça me ferait énormément plaisir que tu écoutes la conclusion, mais au-delà de ça aussi, je vais aussi recevoir brièvement et très rapidement, en 2-3 minutes,
Anita Agba, la responsable de l'organisation Annual Event, qui va nous parler de l'importance du don de sang. Donc, il y aura un don de sang, en fait, au Centre national de transfusion sanguine à Lomé, ce 17 juillet, à partir de 8h. Donc, j'espère que tu seras de la partie et je vais te laisser quand même écouter aussi ce qu'elle a partagé par rapport à ça. Alors, on se dit à tantôt et j'entre en salle avec Sonia Guiza. C'est Eden Betoglo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois une bonne amie à moi. Et bien entendu, on ne va pas être au Togo aujourd'hui. On va aller justement dans un pays que tout le monde connaît, le pays du coupé-décalé. Donc, je reçois Sonia Guiza. Alors, comment tu vas, Sonia? Écoute, ça va très bien et merci de m'inviter enfin. Je me disais quand est-ce qu'on m'invitait, donc c'est arrivé, donc merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de t'entendre dans ce podcast, de t'écouter. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Mais peut-être avant qu'on se lance, je pense que certaines personnes voudraient bien mieux connaître Sonia. Alors, c'est qui Sonia Guiza? Alors Sonia Guiza, c'est une jeune ivoirienne. Enfin, j'espère que je suis jeune. Bon, je pense que je suis jeune vu que je suis encore loin de la trentaine. Tout récemment, j'ai repris mes études dans la production, la distribution de films, d'émissions, ce type de trucs, parce que c'était ma passion. Donc, je suis revenue il y a quelques mois en Côte d'Ivoire, donc après ma formation. Et que dit d'autre? J'ai été blogueuse, j'ai été digital manager, enfin j'ai fait plein de choses. Disons que j'ai été une aventurière en matière de profession. Et aujourd'hui, je pense que je suis en voie de devenir ce que j'ai écrit dans mon projet de carrière. Voilà. D'accord, donc on peut dire qu'en fait, tes rêves sont en train d'être réalisés? Disons que je suis sur la voie. Je suis sur la voie. J'ai envie de dire. Je pars plus vers ce que j'ai toujours voulu faire, ce à quoi j'aspirais professionnellement. Ok, en tout cas, félicitations déjà pour le petit parcours. Mais on aimerait quand même savoir si ce que tu fais actuellement, c'est vraiment en lien avec ce que tu as toujours voulu, avec tes études. Ouais, en vrai, je me rends compte maintenant que, ouais, en vrai, oui, oui, c'est en lien avec la première formation que j'ai faite, qui était le journalisme, où j'ai eu une licence, c'est en lien avec ce que j'ai appris récemment, même si je ne fais pas encore le volet cinéma, mais je bosse dans la production d'émissions, je suis coordinatrice éditoriale dans une boîte de prod, donc je fais les deux choses que j'ai appris, enfin, ce pourquoi j'ai été à l'école, je me rends compte. Donc oui. Mm-hmm. Félicitations encore une fois pour le parcours, surtout que tu es quand même dans un domaine un peu particulier, si je comprends bien, le cinéma. Donc, mais après, j'ai compris aussi que c'est quelque chose qui te passionne, n'est-ce pas? Ouais, mais pour l'instant, je ne bosse pas vraiment dans le cinéma encore. Je suis plus sur le volet production d'émissions parce que je me suis rendu compte que si je me lançais directement dans la production de films et autres, ce que j'ai envie de faire, il n'y a pas vraiment les moyens de promotion. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu d'abord me lancer dans la promotion d'émissions. Donc, je bosse par exemple sur des programmes d'émissions qui sont pour la valorisation de la culture. J'ai une émission sur laquelle je bosse, qui est une émission pour le et l'autre, c'est plus une émission économique qui est pour pour la chaîne nationale ivoirienne. Donc, je ne suis pas encore vraiment dans le cinéma, mais je reste dans la production et je fais des choses qui touchent mes deux formations initiales. Très intéressant. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être sur la même voie, comme quoi je pense qu'on peut y aller mollo, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, et pouvoir arriver à destination. Félicitations pour ce parcours. J'ai envie de te demander justement, j'ai compris aussi que tu as étudié en France pendant un temps. Ouais. J'ai été 2 ans. C'est ça. Et là, tu es revenu à Abidjan, que tu vis à Abidjan, tu travailles à Abidjan.
Pour l'instant, je suis en consultance pour une boîte, justement la boîte pour laquelle je bosse. Et une consultance pourrait devenir un CDD, un CDI. Et je ne suis vraiment pas fermée à l'idée de rentrer. Parce que moi, à la base, je n'avais pas prévu m'éterniser en France. Parce que je pense qu'il y a plus besoin de moi ici que là-bas. Et peut-être que je suis rentrée définitivement, mais on semble me faire croire que voilà, on va me garder, mais tant que j'ai pas signé. Mais je suis vraiment ouverte à l'idée de rentrer parce que dans ma tête, c'était de rentrer soit directement après ma formation ou maximum 3 ans après ma formation. Donc, je suis super contente en tout cas d'être chez moi, ça c'est sûr. Abidjan est le plus doux au monde. Oui, ça, on l'avait très bien compris. Espoir 2000 nous l'a réitéré. Et donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir un peu ton parcours. Et en même temps, je me demande, mais du coup, Sonia, comment tu fais pour ta vie amoureuse? Pour ma vie amoureuse, écoute, pour l'instant, on va dire que j'en ai pas et je commence à me dire que les choses s'alignent. Je sais pas, après je suis croyante, donc je pense que rien n'arrive par hasard parce qu'en France j'étais en couple et au moment où quand je romps, quelques temps après, j'ai cette opportunité pour la Côte d'Ivoire. Et vu comme j'étais bien dans la relation, je me dis, si c'était au moment où j'étais en couple que l'opportunité tombait, je pense que j'aurais eu une grosse hésitation. Ou peut-être que je ne serais pas rentrée, tu vois. Alors que je romps, il y a cette opportunité qui tombe que j'ai eue par hasard sur LinkedIn parce que j'ai écrit au patron de la boîte. On a un entretien, ça colle bien, il me dit ok rentre. J'avais besoin de rentrer parce que ça faisait presque 3 ans que j'étais loin du pays. Donc là, tu vois, tu n'as pas réfléchi parce que tu n'es pas en couple, tu es engagé avec personne, donc tu rentres directement sans trop réfléchir. Mais donc pour l'instant je pense qu'il n'y a pas trop d'équilibre à faire parce que voilà, je suis sur un projet qui me passionne. Je me dis on va profiter. Disons que je suis plutôt dans la phase où j'enjoy. J'ai pas envie de me remettre en couple, mais je sais toujours trouver l'équilibre, ça c'est sûr. Parce que je suis une grosse amoureuse de travail comme de l'amour. Donc quand je suis en couple, je sais faire la part des choses, en tout cas en général. De toute façon, on va revenir sur ce sujet, bien évidemment, dans les prochaines écoutes. Mais voilà, on va aller vers quelque chose d'intéressant, puis on revient vers les vrais sujets de podcast. Donc, tous ceux qui nous écoutent, voilà, ne décrochez pas, restez là. Sonia, moi, je comprends très bien ce que tu dis. Et je trouve ça très intéressant. Mais on va aller vers justement ce que tu aurais aimé savoir, ce que ça aurait changé tout simplement. Parce que quand je vois un peu ton parcours, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas de Sonia et qu'on aimerait justement découvrir. Alors dis-nous en plus, s'il te plaît. Par rapport à ce que j'aurais aimé savoir tellement de choses, tellement... J'aurais aimé savoir, par exemple, que fallait pas s'interdire de rêver. Heureusement, c'est un truc que j'ai pas fait. Je me suis pas interdite de rêver, mais j'aurais aimé qu'on me le dise. Je pense que j'aurais atteint facilement certaines choses si on m'avait dit, en fait, j'avais le droit de rêver. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai, en tout cas, j'ai pas encore 1/1000 de ce que je rêve avoir. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que beaucoup de choses beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, c'est des choses que j'ai rêvées. Et je me suis donné les moyens. Parce que je me suis dit, je veux pas que ce soit toujours des choses que je rêve sur papier ou que j'ai dans la tête. Je voulais que ça se concrétise et j'ai bossé pour. Et j'aurais aimé qu'on me dise que j'ai ce droit-là. Parce que j'ai grandi dans un quartier où la plupart, enfin, le destin de tout le monde semble tracé. Dieu merci, après j'ai quitté ce quartier-là, mais c'était comme si, toutes mes copines avec qui j'ai grandi, tu vois, elles n'ont pas terminé l'école, elles sont devenues mères jeunes, elles ont dû se marier tôt parce que voilà, les parents, ça chauffait, il fallait aider. En fait, j'aurais voulu qu'on me dise, rêve, en fait, tu as le droit. Mais heureusement, je l'ai compris un peu plus, je l'ai compris tôt, même si moi, je trouve que c'est tard. J'aurais aimé savoir dans ma vie personnelle,
En fait, moi, j'ai grandi. Je crois comme beaucoup d'Africains qui ont grandi dans un cadre familial africain où on ne te parle pas de relations amoureuses, où tu regardes tes grandes sœurs, tu regardes ta mère et tu te dis que c'est ça. Mais moi, contrairement à me dire que c'est ça, je me disais que je ne veux pas ça. Je voulais tellement pas ça que je me suis fermée, tu vois, aux relations amoureuses. Donc, ça fait que c'est des choses que j'ai connues hyper tard. Ça fait que j'étais hyper compliquée en relation. Et j'étais hyper dure. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, bah écoute, lâche prise, c'est pas grave en fait. Ça fait partie de la vie d'avoir mal. Enfin, que l'amour ou bien l'amitié, c'est des choses, bah c'est beau, mais ça peut faire mal parfois. Donc ça sert à rien de se protéger parce qu'on a peur d'avoir mal, parce que tu as vu ta mère ou ta soeur ou bien plein de personnes autour de toi ont eu mal, que bah, tu dois faire pareil, mais c'est pas grave en fait. J'aurais aimé qu'on me dise c'est pas grave en fait, que c'est normal de se laisser vivre ce genre de choses parce que c'est beau et ça fait mal si ça se finit mal, c'est pas grave, tu vois, parce que c'est la vie et c'est tout ça qui fait la beauté de la vie. On apprend, on pleure et puis bah demain c'est quoi, on retombe amoureux ou bien on redevient ami avec une personne. J'aurais aimé savoir toutes ces choses et puis savoir aussi que bah, pleurer c'est normal parce que moi on m'a fait comprendre vu que j'avais pas, bah, j'étais dans une famille où j'étais par exemple mon père il n'a pas eu de garçon, donc j'ai été un peu éduquée à la garçon à la femme. Ma mère bah, elle a eu un garçon mais elle n'a pas grandi avec elle, donc j'étais un peu son garçon, sa fille, donc on m'a un peu élevée à la dure, donc j'ai eu une éducation d'homme en même temps de femme, donc du coup l'éducation où on ne pleure pas. Donc moi on m'a pas appris que pleurer c'est normal, moi je pleurais que quand on me frappait, tu vois, et donc je pleurais jamais, moi je pleurais, pour moi pleurer c'est être faible. Mais non, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal en fait de pleurer. La première fois que ma mère m'a entendu pleurer, grande, elle m'a dit « Ah putain, ça doit être grave ». Parce que je ne pleure pas, parce qu'on ne m'a pas éduquée à pleurer. Et j'aurais aimé qu'on me dise que bah, c'est normal en fait. Et moi, aujourd'hui, moi je suis une vraie madeleine, je regarde un film, j'ai envie de pleurer, je ne me retiens plus, quoi, tu vois. J'aurais aimé qu'on me dise que c'est normal en fait. Et je crois que ces trois-là, c'est déjà pas mal, mais il y a plein de choses que j'apprends tous les jours parce que je grandis, j'apprends et que je vais transmettre à mes enfants. En tout cas, je crois que je vais leur dire plein de choses très tôt. Plein de choses qu'on ne m'a pas dit, en tout cas. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est quand même bizarre. Généralement, c'est plutôt les hommes qui disent que pleurer est une faiblesse et mais que justement, les femmes peuvent pleurer. Oui, mais ça, c'est quand tu as tes sœurs. Tu vois, les hommes qu'on éduque comme ça, c'est des hommes qui ont grandi dans un environnement où, par exemple, il est le grand frère du garçon, tu vois, alors que moi, bah, j'étais le garçon et la fille. Et j'étais le garçon. Et du coup, j'ai eu l'éducation des deux. On m'apprenait à être hyper forte, mais trop forte. Beaucoup trop forte, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à demander. Bon, aujourd'hui, je le fais un peu plus. Mais avant, moi, je ne demandais pas de l'aide. Hein. Ah non, pas du tout. Pour moi, demander de l'aide, c'est être faible. Mais aujourd'hui, voilà. Mais dis-moi, le fait d'avoir connu tard les relations amoureuses, est-ce que ça t'a joué des tours dans ta vie jusqu'à maintenant? Bah non, vu que j'étais hyper fermée. Donc, j'étais un vrai bloc à glace. J'étais la go qui était très... Pour moi, j'étais très matrixée. Pour moi, tout était écrit hein, en mode oui, on se rend compte si je t'ai dit qu'on est ensemble pour 2 mois, on est ensemble pour 2 mois, tu vois. Ouais, c'est un CDD. Voilà, pour moi, tout était matrixé, tu vois, jusqu'à ce que, voilà. Non, je pense que ça m'a fait connaître, par exemple, mon premier gourmet hyper tard. C'est peut-être ce que je... Non, je ne vais pas dire que je regrette parce que... En fait, je pense que non et oui. Non, parce que bah, ça m'a permis de me protéger de plein de trucs, vu que c'était hyper fermé. Et oui, dans la mesure où bah, y a des choses que j'ai connues hyper tard, quoi. J'étais hyper naïve, genre dans la première relation, je suis vraiment tombée amoureuse, j'étais hyper naïve, il y a des choses que je faisais et j'avais l'impression d'être bête. Et puis, genre, le gars me disait, ou bien toutes mes copines me disaient, mais c'est normal en fait, t'as pas à t'inquiéter, quand on est amoureux, on réagit comme ça. Et moi, j'étais, non, mais je dois pas. Je sais pas, et moi, je dis, non, 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 mais c'est pas logique. T'as dit que l'amour est logique. Et moi, je comprenais pas, tu vois. Mais hormis ça, je pense que non, ça m'a permis de me protéger de plein de trucs et ça m'a permis de grandir, d'être plus adulte au moment où je suis rentrée vraiment dans tout ça. Et du coup, en gros, tu n'as pas vraiment connu beaucoup de déceptions amoureuses, Non. amicales? Amicale plein. Amicale par contre plein, mais amoureuse une seule. Et puis, hey, j'espère que c'est la dernière.
Mais c'était beau. Franchement, c'est un gourmet qui valait la peine d'être vécu, comme je le dis. Franchement, si c'était à refaire, je le revis parce que c'était beau ce que j'ai vécu. On sent qu'il n'y a pas de regrets. C'est plutôt bien. Oui, il y a des regrets, mais il y a du bon en fait. Ouais. Tu vois? Donc, est-ce que tu es du genre à te concentrer sur ce qui est positif chez une personne et laisser le négatif pour pouvoir avancer? Ouais. Genre, la plupart de mes amis aiment dire que j'ai un pote qui dit que je suis blaguable. J'ai une Samantha, tu la connais, j'ai vu que tu as Oui. Samantha a dit que je suis naïve en amitié comme en amour. En fait, comme moi, j'aime quelqu'un. Quand j'aime quelqu'un, j'apprécie quelqu'un. Pour moi, la personne n'a plus de défaut. Jusqu'à ce que cette personne vienne me montrer que, en fait, tu dois plus me faire confiance. Donc, moi, quand j'aime en amitié comme en amour, pour moi, cette personne est parfaite. Peu importe ce qu'on me dira, voilà, je vis dans mon cocon, dans mon monde avec mes amis, dans mon monde de bisounours et je m'en porte bien. Et puis après, quand je suis blessée, je suis blessée et puis j'ai dit basta, quoi. Mais quand je suis blessée, en fait, on me ramasse à la petite cuillère, mais c'est pas grave, hein, parce que non, en fait, avant, j'étais tellement dure. Je pense que j'étais tellement dure, je voulais tellement pas vivre tout ça que depuis que j'ai vu que c'est bon, en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire, quand on me ramasse, je pleure. Après, une semaine après, je suis sur pied. Je me dis, c'est pas grave, elle m'a fait mal, je veux plus d'elle dans ma vie, mais on a vécu de belles choses quand même, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé, mais après, c'est pas dit que je faisais tout. En fait, pour rentrer dans mon sexe, c'est hyper dur. Pour que je fasse confiance, c'est hyper dur. Mais si je te fais confiance, je te la donne. Si tu l'as brisée, c'est pas grave, basta. Enfin, je pleure le temps qu'il faut, je passe à autre chose. Et puis, je garde que des bons souvenirs, mais tu rentres plus dans ma vie, c'est fini, t'es jeté. Et pour moi, enfin, et j'essaie de garder que du positif, en fait, de toutes les relations, mais en apprenant quand même du négatif, hein, et en me disant que ça, je vais plus jamais refaire. Enfin, j'essaie de ne plus refaire les mêmes erreurs 2 fois dans les relations. D'accord. Je pense qu'on va aller vers la question du podcast, mais déjà, je retiens de belles choses de toi, de tout ce que tu viens de partager. Et surtout qu'en fait, tout au long du cheminement, en fait, mine de rien, tu viens encore de partager des choses que tu aurais aimé savoir, tu vois, des choses que tu as su bien après, etc. J'espère que c'est assez utile pour toutes celles et pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est valable aussi pour les hommes, hein. Il y a des expériences qui traversent les gens, comme on dit. Et donc, moi, je vais te demander de choisir entre 1 et 5. Puis, je te pose la question de podcast. 4. 4. D'ailleurs, pourquoi 4? Je sais pas, j'aime bien les chiffres pairs. Je suis née dans un mois pair, un jour pair. Donc... Ok, d'accord. Bon, alors, en fait, j'avais 2 questions, 3, 4, mais bon, je pense que je vais proposer la 4, comme tu l'as dit. Est-ce que en fait, déjà, qu'est-ce que tu penses de ces personnes qui retournent avec leurs ex sous prétexte que voilà, la personne a changé, la personne fait des efforts, et sous prétexte aussi qu'en fait, eux-mêmes ou elles-mêmes n'arrivent pas vraiment à vivre seuls? Si c'est parce qu'on n'arrive pas à vivre seul qu'on retourne avec son ex, pour moi, c'est une mauvaise excuse. Pour moi, c'est pour ça. Et si on retourne avec son ex parce qu'il a changé, après, je ne sais pas pourquoi on rompt avec l'ex, mais j'ai appris que l'homme change. J'ai appris que, en tout cas, pour moi, j'étais tellement drastique en disant une personne ne change pas. Par contre, un homme qui bat, pour moi, non. Quelqu'un qui bat, je pense qu'il ne changera pas. Il a battu, il battra. Mais je pense que les gens changent. Je pense que, parce que même, je pense que les gens grandissent, je pense que les gens évoluent, je pense que les gens prennent conscience. Parce que je sais que je ne suis pas la Sonia que j'étais hier, parce que j'ai appris de mes relations, de la vie, plein de choses. Donc, si on retourne avec l'ex parce qu'on l'aime, et parce que cette personne nous aime et qu'on pense que cette personne, on n'a pas achevé quelque chose et qu'on est parti pour les mauvaises raisons, et qu'on a envie de retenter et redonner une chance à la personne, why not? Enfin, moi, je me dis, pourquoi pas? Mais si on est parti parce qu'on sort d'un foyer abusif, genre le gars, il te battait, non, pour moi, non, ce genre de choses, on ne retourne pas. Mais si c'est des choses qui peuvent être des histoires d'attitude, de comportement, de malentendu, je me dis, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas?
Parce qu'il y a des fois où on rompt pour les mauvaises raisons, on rompt parce qu'on n'est pas prêt. Moi, je sais qu'il y a des gens que j'avais rencontrés il y a, je sais pas moi, quand j'avais 16, 18 ans, bah, je suis sûre que si on se rencontre aujourd'hui, peut-être que ça marchera, tu vois. Alors qu'à cette époque, je n'étais pas prête, j'avais pas tout ce que je pense que j'ai appris aujourd'hui qui fait que je suis différente de la Sonia que j'étais hier. Donc, why not? Mais si c'est, comme je dis, mais si c'est des trucs de, bah, non, laisse tomber, quoi. C'est ça, non, tout. Bah, mais je ne juge pas. Je pense que, en fonction de nos histoires, de notre vécu, on fait les choix en fonction, mais je ne juge pas. D'accord. En fait, ton exemple m'a poussé en fait à penser à une petite question rapide. Ouais. Est-ce que tu penses plutôt qu'il faut être stable financièrement avant de se lancer dans une relation amoureuse, qu'on soit une femme ou un homme en fait, tout simplement, parce que souvent on pose la question aux hommes, mais en fait on pose rarement la question aux femmes. Je pense qu'il faut être stable financièrement. Je pense que ça aide de l'être. Je pense que ça l'aide. Et ça aide, pardon, d'être stable. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. Mais je pense que je pense que ça dépend de l'étape de notre vie où on est, en fait. Quand on est étudiant et qu'on rencontre un étudiant avec nous, avec qui cheminer, franchement, on n'a pas besoin d'être stable parce qu'on est en train de se construire. Mais quand tu as 35 et que, par exemple, là, tu es au stade de ta vie où tu te dis, moi, c'est mariage, enfant, construire une famille, je pense qu'il faut avoir une certaine stabilité. Je pense que ça dépend de l'étape de la vie où on est. Mais sinon, bah, pour vivre l'amour, franchement, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, je déconne. Non, je déconne, mais pour être amoureux, non, on n'a pas besoin d'être stable financièrement. Même par rapport à ce qu'on veut à l'instant T de notre vie, bah, tu sauras si tu dois être stable financièrement ou pas. Moi, je sais que si demain, je décide de me remettre en couple, j'ai envie d'être dans un truc où on commence à penser à venir, on commence à penser à avoir des enfants, s'acheter une maison, tu vois. On commence à penser jardin, chien, non pas chien de compagnie, mais lapin de compagnie, tu vois. Donc, ouais. Au gros projet, quoi. Voilà, tu vois, on commence à penser projet. Donc, ouais, il faut avoir faut avoir quelque chose dans son compte en banque, quoi, tu vois. Oui, tout simplement. Bah, tous ceux qui nous écoutent, les tontons, les tatas, surtout les tontons, je suppose qu'il y en a qui se posent déjà de petites questions. Ah, peut-être que je vais me lancer dans l'affaire Sonia et tout, etc. Je pense que vous avez déjà beaucoup d'infos. Je ne sais pas trop s'il y en a qui veulent se lancer ou pas, mais c'est à réfléchir. Bon, Non. oui, qu'est-ce que tu as à dire? Par rapport à quoi? Je n'ai rien à dire. Ok, d'accord. Bon, alors, là, on tend vers la fin du podcast. Et moi, j'ai envie, en fait, que tu partages disons, tes conseils avec ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On n'a pas seulement parlé du volet professionnel ou du retour au pays, hein, mais en même temps de la vie amoureuse et de quand est-ce qu'il faut se lancer, la stabilité financière, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas. Après, il y a aussi le volet stabilité émotionnelle dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est aussi très important. Donc, tu pourras en parler si c'est vraiment quelque chose que tu voudrais conseiller à nos petites sœurs, nos petits frères qui nous écoutent, mais aussi à des grands frères. Parce qu'en fait, il y a un sujet qu'on n'aborde pas très souvent, Sonia, si tu l'as remarqué, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont peut-être mariés, il y en a qui sont en couple depuis des années, mais qui ne sont pas heureux, tout simplement, ou qui semblent se dire qu'ils n'ont pas fait le bon choix, et tout, etc. Donc, il y a aussi ce gros sujet. Mais voilà, je ne sais pas trop si tu as un avis par rapport à tout ça. Et des conseils à donner à nos petits frères et nos petites sœurs. Bah, mariée, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour, mais par rapport à la stabilité émotionnelle, c'est super important. Faut pas se presser. Moi, je pense qu'il faut pas se presser pour être en couple. C'est pas grave si. Je pense que le fait d'avoir été en France, contrairement à ici où on nous dit dès que tu as 19 ans, être ton premier enfant, tout et tout. Le fait, quand je suis allée, je me suis rendu compte que là-bas, bah, les femmes, par exemple, elles attendent d'être accomplies professionnellement avant de faire leur premier enfant. Donc, elles font leurs enfants pratiquement à 35, 36 ans, jusqu'à 45 ans. Elles font tous leurs enfants qu'elles veulent faire. En fait, ici, on nous met tellement la pression beaucoup se mettent en couple alors que, par exemple, elles ne sont pas prêtes. Mais parce qu'on leur a dit, voilà, tu dois avoir tous tes enfants avant 30 ans, avant ceci. Ou bien certaines sortes de relations, elles ne sont pas encore guéries, elles se jettent dans d'autres.
Certaines ne savent pas qu'elles ont besoin, par exemple, d'aide. Moi, pendant le confinement, par exemple, mentalement, j'étais pas bien. Il y avait un numéro d'aide, il y avait des psychologues qui aidaient, j'ai appelé, ça m'a fait du bien. En fait, je pense qu'il faut être, avant d'être en couple, moi, c'est mon avis, hein, je ne sais pas pour les autres, il faut être bien. Faut être bien, faut être dans un bon mood, faut être bien dans la tête. Je dis pas faut être guéri de tout, parce que faut bien qu'ensemble, ensemble on se soigne, mais il faut pas être malade pour entrer dans une relation. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu sois malade, parce que on n'a pas besoin de blesser de guerre. Genre, quand on se met en couple, c'est pas pour être docteur de quelqu'un. On se met en couple pour faire du bien, pour évoluer ensemble, pour faire le chemin qu'on a ensemble, que ce soit 1 an, 1 mois, 2 mois, mais en tout cas se faire du bien. Mais pas revenir mettre nos blessures du passé. Donc, parce que mon ex m'a fait ça, venir dire que oui, toi, tu es comme ça. Guérissons. Prenons le temps qu'il y a à prendre, même s'il faut faire 10 ans de célibat, c'est pas grave. Si tu veux, on dirait, il y a des plans cul, si tu veux, si tu es en manque de sexe, ou bien achète-toi un sextoy, je sais pas moi, mais ne te mets pas en couple juste parce que tu es en manque de, je sais pas, chaleur humaine, quoi. De chaleur humaine, parce que tu es seul. Bah, si tu es en manque de chaleur humaine, il y a plein d'alternatives. Prends-toi un plan cul, fais ce que tu veux, mais ne va pas faire du mal à quelqu'un parce que toi-même, tu es blessé. Donc, moi, en tout cas, ça a toujours été mon mood. Je me dis, faut guérir, faut être bien faut être prêt avant de se lancer dans quoi que ce soit. Si on n'est pas prêt, trouve des alternatives, mais ne va pas faire du mal à quelqu'un, parce que tu vas créer un monstre qui va créer un monstre, et puis on va être dans où on va créer des fuckboys, des fuckgirls, et puis on va tous se faire du mal, et puis on aura une génération de blessés de guerre qui vont faire des enfants qui seront des blés. On va transmettre toutes nos blessures à nos enfants qui vont transmettre du fou. On va créer un cercle vicieux. On n'en a pas besoin. On a trop de problèmes, je trouve. Franchement, il y a le corona. On doit bosser tout le temps. Non. Donc, je pense que tu as dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que tout est lié, en fait. C'est-à-dire que si on n'est pas bien, personnellement, qu'on se met en couple et qu'on a des enfants, on risque de transmettre aussi cela aux enfants. Et mine de rien, si le couple ne va pas bien, les enfants le ressentent, et ainsi de suite. Donc, quelque part, ce que tu dis, c'est assez intéressant, parce que sur le plan émotionnel, ça a vraiment un lien. Ouais, même professionnellement, je pense que ça agit aussi. On s'en rend pas compte, mais quand t'es pas bien, quand ça va pas bien dans ton couple, ton travail, il prend un coup, quoi. Oui. T'es désagréable au boulot, tu fais des fautes bêtes, et non. Pour moi, c'est super important. Et pour quelqu'un de carriériste comme moi, mon bien-être est beaucoup trop important pour que je me jette dans des trucs que Déjà que quand t'es amoureux, tu contrôles rien. Faut pas encore et donc tu vas être amoureux alors que tu es blessé, donc tu te retrouves dans un truc où c'est bancal. C'est trop compliqué. Ouais. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Merci surtout pour le temps que tu accordes à ce podcast. J'espère vraiment que tous ceux qui nous ont écoutés ont pu quand même tirer de bonnes leçons de tout ce que Sonia nous a partagé aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en ai appris, honnêtement, surtout le lien avec les enfants, la stabilité émotionnelle, etc. C'est toujours assez utile. Et peut-être un dernier mot avant qu'on ne dise bye-bye à tous ceux qui nous écoutent. Un dernier mot, on n'a pas beaucoup parlé cinéma, et moi, je suis une mordue de cinéma. Ça serait de dire aux Africains de soutenir le cinéma africain, parce que je trouve qu'on est trop absent. Le cinéma africain, il est absent. Même j'ai fait une école de cinéma française où on n'était même pas capable de parler de cinéma africain. Ils savaient pas, ils connaissaient pas. On nous citait des réalisateurs qui sont morts depuis belle lurette. Je trouve que c'est dommage. Et qu'on devrait soutenir, on devrait apprendre à consommer plus local, que ce soit... Oui, souvent, on ne produit pas de la qualité, c'est vrai. Mais je pense que peut-être en les encourageant, c'est parce qu'ils ne se sentent pas encouragés qui ne produisent pas des choses de qualité. Donc, essayons de soutenir vraiment le local. Quand on dit soutenir le local, ce n'est pas que dans la nourriture, c'est aussi dans la culture, dans toutes ces choses-là, dans le cinéma, dans la musique. Donc soutenons la culture de sorte à ce que on puisse prendre part au concert national, comme les gens aiment dire, et qu'on puisse parler aussi de cinéma africain, de cinéma du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, voilà. Du coup, est-ce que tu fais une différence entre le cinéma
nigérian et le cinéma francophone? Bah oui, moi je fais le cinéma togolais, ivoirien, sénégalais. Enfin, moi je dis, en Afrique, on a des cinémas, on n'a pas un cinéma africain. Parce qu'on a Ok. tellement, tu vois, genre en Côte d'Ivoire, on parle plus d'une soixantaine de langues. Donc, on peut pas au Sénégal, genre quand tu regardes des productions sénégalaises, ils parlent Wolof. Oui, on se retrouve dans certaines histoires, mais il y a d'autres où, tu vois, parce que c'est pas culturel, on se reconnaît pas. Par exemple, chez moi, on n'a pas quatre femmes, tu vois, c'est pas les on porte des boubous seulement quand on va manger chez nos amis musulmans, tu vois. Donc, il y a des choses qui font que nos cultures sont différentes d'un pays à un autre, que je trouve que c'est insultant quand on dit le cinéma africain. Non, il y a des cinémas africains. Et je pense que nous, Africains, j'aime pas dire ce terme, mais nous, Togolais, Sénégalais ou quoi, on devrait découvrir ces cinémas-là de différents pays, le cinéma nigérien, ivoirien, sénégalais, le cinéma, tu vois, le cinéma de Sambène Ousmane, mais en même temps de Marodi, celui que Marodi fait aujourd'hui, Oui. le cinéma d'Henri Duparc, mais en même temps celui que Guy Calou fait aujourd'hui, le cinéma de Angela, si tu veux, les séries d'Angela, du Togo, mais en même temps ceux que les anciens ont fait. En fait, je veux dire, il y a trop de choses à découvrir que je trouve dommage qu'on mette que de l'argent dans des blockbusters américains, alors que il y a des choses qui se font sur le continent qu'on devrait encourager, qu'on devrait regarder. D'accord. Ouais. Si tu devais faire 3 propositions, là tout de suite, en 2 minutes, pour les cinémas africains, qu'est-ce que tu Ah, proposerais? Je sais pas. bah, Qu'est-ce que tu penses qu'il faut améliorer en fait? c'est qu'il faut améliorer. Je pense qu'il faut qu'on crée une industrie. Je pense qu'on n'en a pas. Au Sénégal, ils sont en train de se faire. Mais je pense que les 3 propositions, il faudrait que le privé décide d'injecter dans le cinéma. Oui, c'est pas parce qu'ils trouvent que c'est pas, tu vois, il y a pas de business plan dans le cinéma. Donc aucune banque n'a envie forcément de financer un film. Mais prenez le risque en fait. Dites-vous que c'est comme je sais pas moi, c'est comme une entreprise. Une entreprise, elle peut marcher comme ne pas marcher. Il faut que le privé, faut que les cinéastes, donc ça serait ça, hein, que le privé s'implique, que l'État, même s'ils ne veulent pas mettre de l'argent, mais qu'ils créent le cadre, qu'ils créent des facilités, c'est-à-dire qu'ils créent des facilités aux gens, c'est-à-dire si quelqu'un veut aller tourner, je ne sais pas moi, quelqu'un veut aller tourner à Saly ou bien à Palimé, qu'on dise, ok, si vous tournez là, que vous embauchez, par exemple, des mains d'œuvre locales, on vous fera 50% par exemple pour loger dans un hôtel, parce que c'est du tout, tu vois. Faudrait que les gens se forment en fait sur le continent. Faudrait pas qu'ils se disent oui, je suis passionné de cinéma donc je fais avec le cœur. Ouais, fais avec le cœur, mais faut se former. Ici, il y a des écoles pour ça. C'est bien pour quelque chose. Il y a bien des techniques à apprendre. Faut s'informer. Faut savoir ce qui marche. Faut connaître les techniques internationales. Faut connaître le standing international. Comment faut faire pour se vendre, s'approcher des distributeurs. Faut que les salles de cinéma créent plus de place en fait pour le cinéma local. Par exemple, je sais que les canaux Olympia, aujourd'hui, dans leur politique, ils ont décidé de diffuser 2 films africains le mois. Mais il y a beaucoup plus de blockbusters qui sont diffusés à l'année, tu vois. Et au Ouais. mois, il y a peut-être 6 films américains qui sont dans le truc pour le mois. Par exemple, je sais qu'en Côte d'Ivoire, le Majestic, c'est un film africain par mois. Non, on devrait... Et puis, par exemple, les films africains sont moins chers que les films internationaux. Ouais. Je sais pas. C'est pour inciter les gens, mais je ne sais pas si les gens comprennent le message comme ça. Ils se disent peut-être que c'est parce que c'est nul que c'est moins cher. Donc, il faut qu'on trouve la bonne politique pour. Et en 5e, je ne sais pas si j'ai dit à City 4, mais en 5e, ça serait que le public aille voir. Qu'on encourage, qu'on consomme local. Il faut qu'on consomme, que les gens, ils aient. Parce que c'est de l'argent qu'ils mettent, il faut qu'ils puissent avoir au moins un retour sur investissement pour qu'ils aient envie de produire de la qualité. Parce que s'ils ont de l'argent, bien sûr qu'ils voudront mettre beaucoup d'argent pour produire plus. Mais s'il met 20 millions et qu'il n'a que 5 millions, bien sûr, il va faire un film de 1 million après. Un film merdique où ils mettent pronom, verbe, complément, où ils ne nous respectent pas. Ils pensent qu'on est bête. Ils nous font des scénarios à la con. Donc, encourageons. Je pense que si ces 5 choses-là sont réunies, il n'y a aucune raison pour ne pas que un film africain gagne la Palme d'Or, qu'on gagne l'Oscar du meilleur film, tu vois. Oui. Et, Oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ça parce que en fait, tu as touché du doigt un certain nombre de choses, hein, tu vois, l'industrie, l'investissement,
Moi, je parlerai même aussi du fait de faire des films aussi en langue africaine, etc. Bon, bref, un peu comme ce que fait Marodi. Mais voilà, Ouais, tu as des touché du films. doigt un certain nombre de choses très top. Très top. Bah, et j'espère que bah, voilà, dans quelques années, on pourra réécouter ce podcast et se dire, ah, Sonia, tu t'en souviens, tu avais fait des propositions aujourd'hui, tu vois où est-ce qu'on en est. Voilà, je pense que j'espère vivement qu'on pourra le dire dans le sens positif. Voilà, je Ouais, l'espère. j'espère aussi. Ah bah, du coup, je te laisse donner tes dernières impressions rapidement en 1 minute et puis on dit bye bye à tous ceux qui nous écoutent. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Et puis, bah, écoute, bonne continuation à toi. Bonne continuation à toi, parce que grâce à toi, bah, déjà, en écoutant les autres, on se rend compte que bah, il y a des choses il y a plein de choses qu'on aurait aimé savoir, que nos parents nous ont pas transmis et qu'on a le devoir de transmettre, en tout cas à nos enfants, pour ne pas qu'aussi demain, ils viennent faire des podcasts, des podcasts, c'est que j'aurais aimé savoir. Donc, merci beaucoup pour ça et bah, force à toi, quoi. Merci beaucoup, Sonia. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, bah, restez jusqu'à la conclusion parce que j'ai des choses à dire. Je vais revenir un peu sur tout ce que Sonia a partagé. Je vais ajouter des choses, bien évidemment. Et puis, bah, je vous donnerai aussi rendez-vous pour le prochain épisode tantôt. C'était Edem, c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Tantôt. Bonjour, je réponds au nom de Anita Agba, directrice générale de Aniel Events. Aniel Events est une agence spécialisée dans l'organisation de tout type d'événements, la mise à disposition d'hôtesses d'accueil, la décoration, etc. Dans le cadre de nos activités sociales, nous avons initié des collectes de sang à des fréquences régulières de 3 à 4 mois pour contribuer à pallier à la pénurie ressentie par nos banques de sang. Et donc pour cette deuxième édition de l'année 2021, nous avons comme partenaires les associations et sociétés, à l'instar de l'AGPEF, Béatitude Fondation, Amenu VV, Boenly, Starcom et Copyright. Nous avons essayé de répondre à certaines questions qui nous parviennent régulièrement. Les gens se demandent pourquoi il est nécessaire de donner de son sang. Nous répondons que c'est parce que le sang artificiel n'existe pas et qu'il est produit par l'organisme humain seul. Il est donc nécessaire de donner du sang pour sauver des vies. Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de sang? Parce qu'elles en perdent au cours des accidents, accouchements ou opérations chirurgicales. Certaines maladies comme le paludisme, les anémies ou la drépanocytose peuvent également conduire à un manque de sang. Le don de sang obéit donc à 5 principes qui sont le volontariat, l'anonymat, l'engagement, le bénévolat et donc pas de profit financier. Le don de sang, nous le comprenons, est gratuit et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour être apte au don? Il faut avoir entre 18 et 60 ans. Il faut être en bonne santé surtout, peser au moins 50 kg, ne pas s'exposer à des situations à risque et ne pas s'être fait tatouer ou percer le corps au cours des 12 derniers mois. Comment se passe le don proprement dit? Le don ou la collecte de sang se fait en 3 étapes. La première qui consiste en la phase de consultation qui permet de vérifier si la personne est réellement apte au don. Et si cette personne l'est, elle passe directement à la seconde étape, celle du prélèvement ou du don du sang. Et donc après ce don, vous passez à la troisième étape qui consiste en une collation qui est offerte par le Centre national de transfusion sanguine. La collecte ou le don de sang est donc effectuée dans des normes de qualité, respectant les principes de sécurité et garantissant la fiabilité des résultats escomptés. Le CNTS est d'ailleurs dans la démarche qualité afin de mieux satisfaire ses partenaires. Voilà un peu ces quelques petites informations que nous avons tenu à partager avec vous.
Nous vous donnons rendez-vous ce 17 juillet 2021 au CNPS 6 à Tocoin du Massissé à partir de 8h. Nous avons besoin de vous. Soyez nos héros et aidez-nous à sauver des vies. À samedi. Merci. Salut, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te retrouver dans la conclusion de cet épisode avec Sonia Guisa. Mais avant tout, j'espère que tu as pu écouter justement Anita Agba qui a partagé les raisons pour lesquelles il est important de donner du sang ce samedi 17 juillet à 8h. Au Centre national de transfusion sanguine à Lomé, au Togo. Donc si tu es à Lomé actuellement ou même si tu es dans une région du Togo et que tu n'es pas dans la région maritime, c'est pas grave, tu peux faire une descente le week-end et donner de ton sang parce qu'il y en a qui en ont besoin, il y en a qui ont des maladies et du coup ça les oblige à avoir besoin de sang, ou il y en a qui font des accidents, etc. Et parfois on manque de poches de sang pour des opérations chirurgicales. Alors ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses y aller, jeter un coup d'œil, donner ton sang. Et comme Anita l'a dit, il est important de prendre en compte tout ce qu'elle a partagé concernant le fait, disons les préalables pour pouvoir donner son sang. C'est gratuit, donc vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit. Donc j'espère vivement que tu feras le bon geste pour sauver des vies. Alors maintenant je reviens sur le partage de Sonia Guisa. Merci à Sonia qui nous a partagé un certain nombre de choses. Je ne sais pas trop si il y en a parmi vous qui ont été éduqués de cette façon à la dure. Ne pleure pas, c'est pour les faibles, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Il y a aussi des personnes qui ont partagé cela dans cet épisode. Je suis ravi en fait que Sonia en ait parlé. Elle a également parlé de la vie amoureuse et du choix professionnel. Disons, en fait, elle a déjà parlé de l'impact de l'éducation sur ses relations humaines, sur ses relations amoureuses, etc. Et ensuite de la vie amoureuse et du choix professionnel. Je ne sais pas trop s'il y en a qui sont dans ce cas aujourd'hui, qui nous écoutent, mais parfois, dans certaines situations, il est important disons de faire la part des choses. Je ne peux pas dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, mais tu connais ton projet, ta vision, interroge toujours ta vision, ton projet ou tes projets pour voir concrètement là où tu te situes et à quoi tu dois donner la priorité. On a parlé de la diaspora africaine et de la mobilité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Occident qui veulent revenir en Afrique. Pensez-y, mais surtout faites une analyse de terrain. Entrez 2 ou 3 fois pour être sûr que tout est correct. Je félicite Sonia qui est actuellement en Côte d'Ivoire, qui s'en sort très bien. Mais il y en a qui ont eu du mal, donc prenez le temps d'étudier tout ça. On a aussi parlé du fait d'apprendre de ses échecs, et je pense que Sonia en a parlé dans ce qu'elle aurait aimé savoir également. Entre le fait de prendre la vie comme elle vient et faire trop attention, qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous êtes du genre à faire trop attention aux détails, ou vous êtes du genre à peut-être en l'air et puis vous vous dites voilà, je me lance et puis on verra ce que ça va donner. Pensez-y, faites ce travail personnel sur vous et essayez de toujours trouver le juste milieu. C'est très 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 important. Il est important aussi de garder le positif de vos relations humaines. Même si ça ne s'est pas bien terminé, il y a forcément des choses que vous en avez, des leçons que vous en avez tirées. Utilisez ces leçons-là pour vous en fait, tout simplement. Il y a aussi l'important de savoir contacter les employeurs via LinkedIn. On va vers un autre sujet carrément, le professionnel. Sonia a contacté son employeur actuel via LinkedIn et puis voilà, tout s'est fait tout seul. Combien de personnes le font? Honnêtement, lorsque vous êtes à la recherche de boulot, vous êtes en Afrique, est-ce que vous contactez des employeurs? Est-ce que vous prenez le temps de discuter avec eux? Vous prenez le temps d'aller sur le site de l'entreprise pour voir ce qu'il en est avant de contacter l'employeur? Est-ce que vous êtes du genre à dire bonjour et puis vous attendez? Non. Il est important de définir concrètement comment contacter un employeur. Il y a plusieurs personnes qui en parlent sur LinkedIn d'ailleurs. Il y a d'ailleurs Sefa Kososa qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, encore une fois. Il est important de savoir contacter les personnes sur LinkedIn. Alors, si vous avez besoin peut-être de tips là-dedans, vous pouvez contacter Optimum Partners de Brice Tiendo et de Elolo Adra. Ils vous aideront probablement très bien. Mais il y a beaucoup d'informations sur LinkedIn déjà par rapport à ça et sur Google. Alors, on a parlé aussi de la stabilité émotionnelle et de la stabilité financière comme, disons, les 2 grands points qui peuvent te permettre de savoir si tu es prêt pour une relation amoureuse ou pas.
c'est très important, surtout la stabilité émotionnelle. On se focalise beaucoup sur la stabilité financière alors que c'est pas vraiment le plus important finalement, même si l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est très important, mais la stabilité émotionnelle est encore plus importante parce que c'est ce que vous allez transmettre non seulement aux enfants, mais c'est ce qui va être assez déterminant dans la vie de couple. On a parlé du cinéma et j'adore le cinéma africain, mais on a énuméré un certain nombre de choses qui seraient utiles pour revitaliser un peu le secteur. L'importance pour l'État de créer le cadre d'investissement, de promotion du cinéma africain, l'importance pour le privé d'investir aussi dans le cinéma. Je pense qu'on ne voit pas le bien fondé, malheureusement, peut-être parce qu'on ne prend pas au sérieux les acteurs, les industries de cinéma en Afrique, etc. Et d'ailleurs, par là d'industrie, il est important d'avoir une industrie de cinéma francophone en Afrique, francophone, parce que le Nigeria est assez loin, mais les francophones entraînent un peu quand même. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de fonds, on n'a pas de financement. Donc, il est important de peut-être d'utiliser le cinéma comme du soft power, un peu comme ce que fait les États-Unis, tout simplement. Donc, on pourrait aussi faire comme ça. Il est important aussi de valoriser les langues africaines à travers les films, les productions, le cinéma. C'est primordial parce que si on veut atteindre peut-être la cible africaine, jeunesse ou pas, il est important aussi de faire des choses en langue africaine, dans nos langues africaines. Il est important de faire la promotion de ces langues à travers les films et séries. Un peu comme fait Marodi TV avec Maîtresse d'un homme marié ou plein d'autres séries qu'il réalise. Donc là, je parle vraiment du positif, de ce qu'ils apportent sur le marché sénégalais et même au-delà. Donc, il est important de faire la même chose dans d'autres pays, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, etc. Et enfin, il est important de changer un peu la mentalité qu'on a du cinéma africain. Après, moi, je dirais que pour finir, il est plus important de faire un petit sondage des gens en ligne pour voir ce que la population ou les populations de votre pays, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Togo, etc., vous êtes un acteur du cinéma ou vous êtes dans le secteur, faites un petit sondage et cherchez à savoir ce que les gens pensent du cinéma africain, cinéma togolais, cinéma ivoirien, cinéma sénégalais, etc. Peut-être que ça permettra aussi de faire un travail en amont avant de pouvoir développer le cadre, tout simplement, le cadre de promotion. J'espère qu'il y a des personnes qui sont, disons, des politiques publiques qui nous écoutent, qui vont pouvoir mettre en action tout ce que je viens de partager. Et s'il y a quelque chose que je vais dire pour terminer, il est important de travailler sur soi. Il est très important de travailler sur soi pour ne pas faire souffrir en fait son futur conjoint ou son conjoint. C'est très important pour sa propre santé mentale, pour sa propre stabilité aussi émotionnelle, pour les enfants qu'on aura. Et moi, je vais laisser une question vers la fin. Je pense que Sonia en a un peu parlé, mais est-ce que vous pensez qu'une femme doit forcément avoir un enfant avant 30 ans pour mieux, disons, s'organiser dans la vie de couple, pour mieux organiser ses projets de vie, etc. Est-ce que pour la santé aussi, c'est plus important d'avoir ses enfants avant 30 ans pour éviter tout problème de santé? Je vous laisse cette question. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on va pouvoir s'en parler. Je vais peut-être créer une petite salle de discussion sur Twitter. On va s'en parler. Alors, retiens quelque chose de très fondamental avec lequel je vais terminer ce podcast, cet épisode. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, n'oublie pas le don de sang, n'oublie pas de travailler sur toi. Le don de sang, c'est à Lomé, ce 17 juillet, à partir de 8h. Et travailler sur soi, c'est tous les jours. Alors, je te laisse. C'est Eden Gwetoglo. Et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir.